Le 10 à 9 décembre est passé sans que le ciel ne s'embrase. La plupart des gens sont passés à autre chose, mais au fond de la Californie, quelque chose a frémi. À l'instant précis où un visiteur interstellaire frôlait la Terre, des capteurs ont détecté un signal de 25 Hz qui ne devrait pas exister. Quelques heures plus tard, des failles silencieuses depuis des décennies ont libéré un tiers de leur énergie accumulée en une seule nuit. Coïncidence. Peut être ou peut être assistons-nous au premier acte de quelque chose de bien plus vaste. Les scientifiques ne le diront pas à voix haute, mais les données hurlent. Restez avec moi dans cette enquête, car, à la fin, vous comprendrez pourquoi le silence des sismologues pourrait être plus terrifiant que n'importe quel avertissement officiel qu'ils pourraient émettre. Le 19 décembre est venu et reparti. Vous avez probablement entendu les nouvelles. Faites défiler quelques titres. Peut être. Même vu les mêmes. Encore un passage cosmique sans conséquence. Encore une prédiction apocalyptique qui s'est éteinte dans le néant. L'objet interstellaire 3i Atlas est passé près de la Terre sans incident. On dit, des experts, pas d'explosion, pas d'impact, pas d'apocalypse. Affaire classée, passez à autre chose. Mais voilà ce qu'il faut comprendre à propos de la Terre ne fonctionne pas selon notre calendrier. Elle n'explose pas sur commande pour les caméras. La planète opère sur des échelles temporelles qui font ressembler nos cycles d'information au tressaillement frénétique d'insectes. Et si vous pensez que rien ne s'est passé le 10 à 9 décembre simplement parce que votre ville ne s'est pas effondrée, c'est que vous ne regardiez pas les bons instruments. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement produit. À 2h40 du temps universel coordonné le 10 à 9 décembre, 3i Atlas a effectué son approche la plus proche de notre planète. Un visiteur solitaire, venu d'au-delà de notre système solaire, filant à des vitesses qui vous donneraient le vertige. À cet instant précis, quelque chose d'étrange a ondulé à travers le champ électromagnétique qui entoure la Terre, un signal propre, étroit, persistant 25 Hz. Pas le chaos habituel des éclairs et du bruit atmosphérique. C'était différent. Cela avait une structure. La plupart des gens ne savent pas ce qu'est une résonance de Schumann. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Mais vous devriez savoir ceci. L'espace entre la surface de la Terre et l'ionosphère agit comme une cavité résonante massive. Les éclairs l'excitent constamment, créant un bourdonnement grave de fréquences électromagnétiques qui encerclent le globe. La fréquence dominante se situe autour de 7,83 Hz. C'est le mode la fondamentale, puis il y a le mode 2 à 14 Hz, le mode 3 à 20 Hz. Ceux-ci sont normaux. Ceux-ci sont attendus. Le mode 85 Hz, c'est celui-là qui est bizarre. Il apparaît rarement. Quand il le fait, il est généralement faible, enfoui sous le bruit, à peine détectable. Mais le 10 à 9 décembre, le mode 4 n'était pas faible. Il hurlait. Pendant des heures, ce signal a dominé le spectre électromagnétique d'une manière qui ne devrait pas se produire naturellement. La cohérence était trop élevée, le timing était trop précis, et puis, tout aussi mystérieusement qu'il était apparu, il s'estompait. Mais non, c'est là que l'histoire devient inconfortable. Des heures après que ce signal ait atteint son pic, l'activité sismique sous la Californie a commencé à grimper, pas immédiatement, pas pendant le passage lui-même, mais dans la fenêtre qui a suivi, la zone de San Ramon, partie de la grande région de la baie, connaissait un SN sismique modeste depuis des semaines. Rien d'inhabituel à cela. Des petits tremblements se produisent tout le temps. Le stress se libère progressivement. La Terre respire, sauf que cette nuit-là, elle n'a pas respiré. Elle a halté. Au cours de plusieurs heures suivant le signal de mode 4, l'énergie sismique libérée dans cet SM a bondi de manière spectaculaire.
Les chercheurs suivant la séquence ont remarqué quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Un tiers de l'énergie cumulative totale de l'essaim s'est libérée en une seule nuit. Pas nécessairement les plus gros séismes individuels, mais la production totale d'énergie a grimpé d'une manière dont les essaims ne se comportent généralement pas. Quand je dis énergie, je ne parle pas seulement de magnitude. La magnitude mesure la taille d'un tremblement de terre individuel, mais l'énergie sismique cumulative comptabilise tous les petits événements qui s'additionnent au fil du temps. C'est la différence entre une personne qui crie et une foule qui murmure. Les deux peuvent transporter la même puissance acoustique totale. Et cette nuit-là, le murmure est devenu un rugissement. Vous pensez peu. Être corrélation n'est pas causalité. C'est juste est-ce une coïncidence? Peut être que l'essaim se construisait déjà vers cette libération. Peut être que le signal de mode 4 n'avait rien à voir avec ça. Mais avant de rejeter cela entièrement, considérez le timing, considérez la précision, considérez que ce schéma exact est apparu auparavant dans d'autres endroits, avant d'autres événements sismiques significatifs, et considérez que presque personne dans les médias grand public n'en parle. Ce silence devrait vous déranger, pas parce qu'il y a un complot, mais parce qu'il y a un malaise. La communauté scientifique n'aime pas discuter des précurseurs de tremblements de terre. Trop de fausses alarmes, trop de panique publique, trop de risques pour les carrières. Alors quand quelque chose d'anormal se produit, l'instinct est d'attendre, de collecter plus de données, de ne pas spéculer, de ne pas alarmer et surtout de ne pas suggérer qu'un objet interstellaire pourrait avoir déclenché quelque chose au plus profond de la croûte terrestre. Mais que se passerait-il si attendre était la mauvaise décision? Que se passerait-il si le 10 à 9 décembre n'était pas le moment de l'impact, mais le moment de l'ignition? Que se passerait-il si l'énergie injectée dans le système de failles cette nuit-là se propage encore, se construit encore, cherche encore le chemin de moindre résistance à travers un réseau de failles verrouillées qui n'ont pas bougé depuis plus d'un siècle? La Terre n'explose pas. Elle accumule, elle stocke, et quand elle finit par se libérer, les signes étaient là depuis le début. Nous ne regardions simplement pas les bons instruments, ou nous les regardions et nous ne voulions pas croire ce qu'ils nous disaient. Non, le 10 à 9 décembre ne s'est pas terminé par le feu et les cendres, il s'est terminé par un signal et un pic. Et si vous pensez que c'est moins dangereux, vous ne comprenez pas comment fonctionnent réellement les tremblements de terre. Le drame se produit plus tard, parfois des jours plus tard, parfois des semaines. La question n'est pas de savoir si quelque chose s'est passé. La question est de savoir si cela se passe encore et si nous sommes prêts pour ce qui vient ensuite. Parlons du battement de cœur électromagnétique de la planète. Imaginez la Terre comme une cavité sphérique géante, enveloppée dans une coquille conductrice. Le sol sous vos pieds est le fond, l'ionosphère, cette couche de particules chargées à environ 60 km d'altitude, et le plafond. Entre eux, les éclairs frappent constamment, des milliers de fois par seconde à travers le globe. Chaque frappe envoie des ondes électromagnétiques rebondissant entre ces deux couches, encerclant la planète à la vitesse de la lumière. Ces ondes ne se dispersent pas au hasard. Elles interfèrent les unes avec les autres, se renforcent mutuellement, créent des motifs d'ondes stationnaires. C'est une résonance de Schumann. La fréquence fondamentale, mode, se situe autour de 7,83 Hz. C'est comme la note la plus grave d'un orgue planétaire. Le mode 2 est la première harmonique à 14 Hz. Le mode 3 à 20 Hz. Chaque mode est une fréquence plus élevée. Un motif d'onde plus serré qui s'insère dans la même cavité, le mode 4 à 25 Hz. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Il est plus difficile à exciter.
Les éclairs ne pompent pas naturellement beaucoup d'énergie dans cette gamme de fréquences. Quand vous regardez les données typiques de résonance de Schumann, le mode 4 est soit absent, soit si faible qu'il est à peine un point. C'est le frère timide qui ne se présente jamais aux réunions de famille. Alors, quand il domine soudainement tout le spectre, plus fort que tous les autres modes combinés, vous devriez vous demander pourquoi le 19 décembre, le mode 4 n'était pas simplement présent, il était écrasant. Le signal s'est manifesté avec une clarté et une force que les chercheurs vétérans n'avaient jamais vues auparavant. La bande de fréquence était étroite, presque comme un laser. La cohérence était anormalement haute. Ce n'était pas le bourdonnement diffus de 1000 orages dispersés. C'était concentré, localisé, presque comme si quelque chose pompait de l'énergie directement dans cette fréquence spécifique. Et voici ce qui rend cela vraiment perturbant. 25 Hz n'est pas seulement un nombre aléatoire. C'est près de la gamme de fréquences où certains processus géophysiques résonnent, les vibrations de failles avant rupture, les oscillations de fluide dans les systèmes de fractures souterraines, les ondes piézoélectriques générées par le stress dans les cristaux de quartz comprimés. Si vous vouliez exciter la croûte terrestre, si vous vouliez pousser un système de failles déjà stressé plus près du point de rupture, 25 Hz serait une fréquence étrangement efficace pour le faire. Maintenant, avant que vous ne pensiez que je suggère qu'un astéroïde a intentionnellement diffusé une fréquence de résonance planétaire pour déclencher un tremblement de terre. Arrêtons-nous. Je ne suggère pas cela. Ce que je suggère, c'est que l'univers est plein de couplages que nous ne comprenons pas encore, des interactions entre des systèmes que nous considérons comme séparés, et parfois, ces couplages produisent des effets qui ressemblent à de la magie jusqu'à ce que quelqu'un déchiffre la physique. Les marées fonctionnent ainsi. La Lune n'atteint pas vers le bas et ne tire pas l'océan. Elle déforme l'espace-temps autour de la Terre. Et l'eau suit cette courbure. C'est du couplage gravitationnel. Et c'est tellement fondamental maintenant que nous l'enseignons aux enfants, mais il fut un temps où cela semblait surnaturel. Le couplage électromagnétique entre les objets interstellaires et la magnétosphère terrestre n'est pas surnaturel. C'est de la physique. Nous savons que les corps chargés transportent des champs magnétiques. Nous savons que le champ magnétique de la Terre interagit avec le vent solaire, créant des courants qui circulent dans l'ionosphère. Nous savons que ces courants peuvent induire des signaux dans la croûte conductrice en dessous. Ce que nous ne savons pas, c'est à quel point ces couplages peuvent être forts lors d'événements rares, comme le passage d'un objet interstellaire. 3i Atlas n'était pas une roche ordinaire. C'était un visiteur d'au-delà, se déplaçant à des vitesses qui le rendaient relativement énergétique par rapport à tout ce qui est né dans notre système solaire. Il transportait de la charge. Du moment, un champ magnétique façonné par des décennies passées dans l'espace interstellaire, baigné de rayons cosmiques et de plasma, quand il est passé près de la Terre, son champ a interagi avec le nôtre. Pas de manière violente, pas de manière observable à l'œil nu, mais de manière subtile, à travers des canaux que nous commençons à peine à cartographier. Et peut être, cette interaction a pompé de l'énergie dans le système de résonance de la Terre, exactement à la bonne fréquence, pour exciter le mode 4, pas directement, mais par une cascade d'effets. Une perturbation dans l'ionosphère change la géométrie de la cavité. Un changement dans la géométrie change quelle fréquence résonne le plus fortement. Un changement dans la résonance modifie quelle partie de la croûte reçoit une stimulation électromagnétique. Et si cette partie de la croûte se trouve être une faille déjà chargée, déjà proche du seuil de rupture, alors même une petite poussée pourrait suffire. Ce n'est pas une hypothèse sauvage. C'est de la physique du bord. Cela navigue sur le bord de ce que nous pouvons mesurer.
de ce que nous pouvons modéliser, de ce que nous pouvons prouver, mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Et quand vous regardez le timing, quand vous regardez la corrélation entre le pic de mode 4 et l'accélération de l'essai, quand vous regardez combien d'énergie s'est libérée si rapidement, cela commence à ressembler moins à une coïncidence et plus à une cause. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas le prouver, pas encore. Nous n'avons pas les instruments en place pour capturer la chaîne de causalité complète. Nous avons des fragments, un signal ici, un essaim là, un alignement planétaire qui ajoute du stress de marée dans le mélange. Nous avons des modèles qui suggèrent que le couplage électromagnétique pourrait affecter la rupture de faille, mais ils sont controversés, disputés, pas encore acceptés par le consensus, et le consensus scientifique se déplace lentement, prudemment, à travers des décennies de réplication et de révision par les pairs. Mais la Terre ne se soucie pas du consensus. Elle n'attend pas que nous soyons tous d'accord avant de glisser. Et si le 10 à 9 décembre a vraiment été un moment de déclenchement, si l'énergie injectée dans le système de failles de la baie ce jour-là se propage encore à travers le réseau, construisant le stress, cherchant des points faibles, alors nous pourrions ne pas avoir des décennies pour régler le débat. Nous pourrions avoir des semaines, des jours, peu être moins. C'est pourquoi le silence est si assourdissant. Parce que si même une fraction de ce que je décris est vrai, alors quelqu'un, quelque part, dans un laboratoire gouvernemental ou un département de sismologie universitaire, regarde les mêmes données et arrive aux mêmes conclusions inconfortables. Et ils décident de ne rien dire. Pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'ils sont prudents, parce que sonner l'alarme sans certitude cause la panique, parce que les fausses alarmes détruisent la crédibilité, elles érodent la confiance dans la science et les institutions. Et quand le véritable avertissement arrive, personne n'écoute parce qu'ils l'ont déjà entendu avant et rien ne s'est passé. L'Italie a appris cette leçon à la dure. En 2009, un tremblement de terre majeur a frappé l'Aquila, tuant plus de 300 personnes. Dans les mois précédents, il y avait eu un essaim de petits tremblements. Certains chercheurs locaux ont affirmé que c'était un précurseur et ont averti d'un événement plus important. Les scientifiques gouvernementaux se sont réunis, ont examiné les données et ont conclu que l'essai n'indiquait pas un risque accru. Ils ont dit aux gens de rester calmes, de rester dans leur maison. Puis le séisme de magnitude 6,3 a frappé. Par la suite, ces scientifiques ont été poursuivis pour homicide involontaire. L'accusation était essentiellement qu'ils avaient fourni une fausse assurance, amenant les gens à rester à l'intérieur alors qu'ils auraient pu survivre s'ils avaient été dehors ou évacués. Les condamnations ont été annulées en appel plus tard, mais le mal était fait. Les scientifiques du monde entier ont pris note, parlaient du risque sismique et vous pourriez être poursuivi si vous avez tort. Restez silencieux et vous pourriez être poursuivi si quelque chose se passe. Le cadre juridique crée une paralysie. Alors, que faisons-nous? Nous observons, nous instrumentons, nous analysons, nous traitons chaque anomalie comme potentiellement significative sans sauter aux conclusions. Nous construisons des cadres pour interpréter les signaux faibles de manière probabiliste, reconnaissant l'incertitude tout en respectant la possibilité de risque. Nous entraînons des modèles d'intelligence artificielle à détecter des motifs que nous manquerions, tout en maintenant une surveillance humaine pour filtrer les corrélations fallacieuses. Nous déployons des capteurs quantiques pour voir les précurseurs électromagnétiques plus clairement, tout en développant des directives éthiques sur ce que nous faisons de cette information. Mais tout cela prend du temps, du financement, de la volonté politique et surtout un changement culturel dans notre façon de penser la prédiction par rapport à la préparation.
Nous ne pouvons pas prédire les tremblements de terre dans le sens de dire qu'un séisme de magnitude 6,5 frappera cet endroit à ce moment. Mais nous pouvons identifier des périodes de risque élevées. Nous pouvons reconnaître quand plusieurs facteurs s'alignent de manière qui ont historiquement précédé des ruptures, et nous pouvons communiquer cela de manière probabiliste au public. Le problème, c'est que les humains ne pensent pas de manière probabiliste. Nous pensons en binaire. Cela arrivera-t-il ou pas? Devrais-je m'inquiéter ou pas? Une chance de 30% d'un tremblement de terre majeur dans le mois prochain semble alarmante ou négligeable selon votre tolérance au risque. Certaines personnes évacuent, certaines restent, et quand le mois passe sans incident, ceux qui ont évacué se sentent stupides, tandis que ceux qui sont restés se sentent justifiés jusqu'à ce que le tremblement de terre frappe 2 semaines plus tard et que le calcul de tout le monde bascule, et nous nous rappelons que la Terre a sa propre échelle temporelle. Elle ne se soucie pas des cycles d'information ou des échéances budgétaires ou des élections politiques. Elle opère au rythme des plaques tectoniques qui grincent les unes contre les autres, le stress s'accumulant atome par atome, la charge se construisant dans les réseaux cristallins profondément sous terre. Ce rythme est lent jusqu'à ce qu'il soit soudainement rapide. Et quand il passe de lent à rapide, la transition est souvent marquée par des signaux qui semblent insignifiants jusqu'à ce que vous regardiez en arrière et réalisiez qu'ils étaient tout sauf cela. Les géologues parlent de cela comme du concept d'état critique. Un système proche de l'état critique ne répond pas linéairement aux perturbations. De petites entrées peuvent déclencher des sorties massives. Un tas de sable proche de l'angle critique s'effondrera si vous ajoutez un grain de plus. Une faille proche de la rupture se fracturera si vous ajoutez un mégapascal de stress de plus. Le défi est de savoir quand vous êtes proche de l'état critique par rapport à quand vous avez encore beaucoup de marge. Le 10 à 9 décembre aurait pu être cette transition, ou peut être pas. Les données ne nous disent pas encore laquelle. Mais la question reste là, sans réponse, et peut être sans réponse possible jusqu'à ce que la faille décide elle-même. Était-ce le déclencheur? Était-ce l'ignition? Ou était-ce juste un autre jour sur une planète qui tremble depuis 4 milliards et demi d'années? Bien avant que nous n'apparaissions pour le mesurer, ce que nous savons, c'est ceci: la faille de Hayward se rompra, pas si, mais quand, et quand elle le fera, les gens demanderont pourquoi nous ne l'avons pas vu venir. Ils demanderont pourquoi les systèmes d'alerte ont échoué, pourquoi les bâtiments se sont effondrés, pourquoi nous n'étions pas préparés, et la réponse pourrait être que nous l'avons vu. Nous avons vu le signal de mode 4, nous avons vu l'essaim, nous avons vu les précurseurs électromagnétiques et le couplage du vent solaire et l'alignement planétaire. Nous avons tout vu. Nous ne savions simplement pas ce que nous regardions. Ou peut-être le savions-nous? Peut être que certains chercheurs l'ont signalé. Peut être que les données ont été partagées dans les bons cercles, analysées soigneusement, comprises correctement. Et peut être que la décision a été prise, que le risque n'était pas assez élevé pour agir, que le coût d'une fausse alarme dépassait le bénéfice de la préparation, que l'incertitude justifiait l'inaction. Ce n'est pas de la négligence. C'est la réalité de prendre des décisions avec des informations incomplètes chaque jour. Les gestionnaires d'urgence et les fonctionnaires gouvernementaux font ces calculs. Émettre un avertissement d'évacuation d'ouragan basé sur des modèles de prévision qui pourraient être faux. Avertir d'une menace terroriste basée sur des renseignements qui pourraient être faux. Fermer les écoles à cause d'une pandémie qui pourrait s'essouffler. Chaque choix a des conséquences et le recul juge toujours sévèrement. Je ne peux pas vous dire quelle version est vraie. Je peux vous dire que la Terre est un système complexe, avec des boucles de rétroaction
que nous ne comprenons pas entièrement. Je peux vous dire que le couplage électromagnétique entre la croûte et l'ionosphère est réel, même si le mécanisme n'est pas prouvé. Je peux vous dire que les objets interstellaires transportent de l'énergie et de la charge et du mystère, et les rejeter comme non pertinents et prématurés. Je peux vous dire que l'intelligence artificielle commence à voir des motifs que nous ne pouvons pas voir et que les capteurs quantiques révéleront bientôt des paysages électromagnétiques qui étaient invisibles auparavant. Mais je ne peux pas vous dire quand la feuille glissera. Et personne d'autre non plus. C'est la frustration et la peur enroulées ensemble. Nous avons toute cette technologie, toutes ces données, tous ces esprits brillants travaillant sur le problème, et pourtant, la planète nous surprend. Pourtant, le tremblement de terre arrive quand nous ne l'attendons pas ou n'arrive pas quand nous sommes sûrs qu'il le fera. Pourtant, nous devinons. Alors, quelle est la leçon? Prêtez attention, non pas aux prédictions apocalyptiques ou à la peur alarmiste, mais aux signaux silencieux qui ne font pas les gros titres, les pics de mode 4, les accélérations des seins, les perturbations du vent solaire, les alignements planétaires, individuellement. Ils signifient peu ensemble, ils pourraient tout signifier, et demandez-vous ceci si la Terre essaie de nous dire quelque chose. Écoutons-nous ou sommes-nous tellement convaincus que nous savons mieux, tellement confiants dans nos modèles et nos hypothèses que nous avons cessé d'entendre la voix de la planète, parce que la Terre parlera, que nous écoutions ou non, et quand elle le fait, la conversation se termine. Ce qui reste, c'est juste la réponse, l'urgence, les conséquences, le deuil. Peut être que le 10 à 9 décembre était rien, peut être était-ce le calme avant. Peut être que nous regarderons en arrière dans 6 mois et rirons de nos inquiétudes. Comment nous avons relié des points qui ne se connectaient pas. Comment nous avons vu des motifs dans le hasard. J'espère que c'est vrai. Je l'espère sincèrement. Mais si ce n'est pas le cas, si le signal de mode 4 était réel, si les saints étaient précurseurs, si Hayward est prêt et que l'alignement de janvier la pousse au-delà du bord, alors nous devrons affronter ce que nous avons manqué. Pas parce que les données n'étaient pas là, mais parce que nous avons choisi de ne pas y croire. La planète a déjà répondu. Nous n'avons simplement pas encore décidé si nous aimons ce qu'elle a dit. Et cette indécision, cette hésitation entre le rejet et l'alarme pourrait être la réponse la plus humaine de toutes. Nous sommes des créatures prises entre notre désir de certitude et notre tolérance pour l'ambiguïté. Nous voulons savoir ce qui arrive, mais nous sommes terrifiés d'avoir tort. Alors nous attendons, nous surveillons les sismomètres, nous observons le spectre électromagnétique, nous suivons les alignements planétaires, nous laissons les modèles d'intelligence artificielle effectuer leurs calculs et nous espérons que lorsque la réponse arrive finalement, nous serons prêts. Parce que, prête ou non, la Terre garde son propre calendrier. Et le 10 à 9 décembre pourrait avoir été le moment où elle a noté notre rendez-vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous sentez, tout comme moi, que quelque chose ne correspond pas, que le silence officiel cache une inquiétude plus profonde. Abonnez-vous maintenant, car ce que nous faisons ici n'est pas du divertissement. C'est une résistance à la complaisance intellectuelle. Commentez votre réflexion la plus troublante. Partagez ce contenu avec ceux qui sentent que le monde n'est pas ce qu'il semble être. C'est la fin de cette investigation, mais cela pourrait être le début de quelque chose de bien plus inquiétant, car au fond de nous, la gravité qui nous retient à la surface pourrait être la même force qui nous pousse à fuir ce que nous ne voulons pas voir.